La moralité qu'il faut retenir, surtout à l'heure actuelle où l'Européen est culpabilisé et réduit à l'insignifiance par la culpabilité qu'on lui impose. Non, l'Europe n'a pas été conquérante a priori, elle n'a pas cherché à nuire à son environnement, c'est le contraire qui s'est passé. C'est l'environnement de l'Europe qui a cherché à nuire à notre continent et à nos populations. Nous avons été une civilisation assiégée et nous sommes très curieusement en train de redevenir une civilisation assiégée. Le phénomène des migrations à partir de l'Espagne, de Lampedusa ou des îles grecques le démontre parfaitement. Ce soir, vous allez assister en fait à une première étape importante, comme souvent les premières étapes. Première étape d'un cycle de 3 conférences qui vont se dérouler donc ce soir à Lille, en juin à Paris et en décembre prochain à Rome. Ce cycle de conférences va avoir pour issue de produire un ouvrage collectif qui donc sera le fruit des réflexions d'une douzaine, entre 12 et 15 interventions autour d'une grande thématique de l'Europe pour apporter une vision novatrice et créative pour une Europe du réel. Alors, on va expliquer ce soir ce que l'on entend par une Europe du réel, une réalité évidemment civilisationnelle, et là c'est Robert Stokers qui va nous en parler, une réalité évidemment institutionnelle, Bruxelles est-elle l'empire des fake news, c'est le docteur Tomislav Sunic qui va nous faire une présentation sur cette thématique, une réalité aussi géographique, avec l'exemple d'un tout petit pays dont on parle très peu, en France notamment, qui est la Moldavie, qui est très importante. On va développer ça donc avec Pierre-Antoine Plaquevent, qui remplace au pied levé Yuri Rochka, qui a dû rester à Chisinau, la capitale de la Moldavie, pour des raisons de santé. Et Pierre-Antoine, donc, qui est également le fondateur d'un cercle qui s'appelle Les Non-Alignés, qui va nous présenter notamment les rencontres de Chisinau, la capitale de la Moldavie, et qui vous expliquera donc l'intérêt géostratégique de ce tout petit pays. Et ensuite, pour conclure, avant de passer aux questions du public, une réalité donc institutionnelle également, avec les élections qui ont eu lieu en Italie dimanche dernier, où là on va parler donc des résultats, des nouvelles alliances qui ont eu lieu, qui ont donné donc les résultats dont Alessandro Sansoni, journaliste italien, va nous présenter donc son point de vue par rapport à ces résultats. Alors, pour commencer, nous allons sans plus tarder, essayer de définir ce qu'est notre Europe. Là, c'est Robert Stokers qui va vous faire une présentation, qui est donc géopolitologue, historien, j'ai envie de dire, de notre longue mémoire européenne, et qui va donc nous donner sa vision de l'Europe. Reste à remercier Laurent Hoppe pour l'organisation de cette conférence et surtout pour avoir pris le risque énorme de publier cette trilogie de 996 pages que je n'avais absolument pas l'intention de publier. Alors, je vais tâcher d'être bref puisqu'il s'agit essentiellement pour Laurent Hoppe
de promouvoir cette initiative qui fut la sienne et pour laquelle il a pris un très gros risque. Alors, qu'est cette trilogie? Cette trilogie tente de définir ce qu'est notre continent européen, porté par une population dont on repère les traces au moins depuis 30 000 ans, ou un petit peu moins. Alors, c'est une géopolitique et c'est une civilisation qui procède de cette population. C'est une géopolitique parce qu'il y a un territoire au départ qui a été habité par une population ténue à la fin de la préhistoire, au début de la protohistoire, et on a tenté de localiser exactement, avec la plus grande exactitude possible, où se trouvait ce territoire matriciel des peuples européens ou des peuples indo-européens, comme on le dira à partir du XIXe siècle. Pour les uns, l'espace initial de cette population était en Europe centrale, c'est la thèse qu'adoptaient essentiellement les germanisants. Pour les slavisants et pour des penseurs ou des chercheurs baltes comme Maria Gimbutas, c'était un espace qui se trouvait au nord de la mer Noire, au nord de l'espace pontique et qui correspond plus ou moins à l'Ukraine actuelle. Ça, c'était la vision des slavisants et des chercheurs et des archéologues baltes. Ensuite, Kilian, plus récemment, dans les années 80, situait cet ensemble européen à la fois sur l'Europe centrale et sur l'Ukraine actuelle, parce que, disait-il, et là je résume, vous en pensez bien, j'ai 25 minutes pour résumer 30 000 ans d'histoire, c'est un petit peu mais tous les noms des fleuves et tous les noms des animaux sont communs à toutes les langues européennes sur cet espace, sur ce double espace centre-européen et, disons, pour faire simple, actuellement ukrainien. Donc, si je prends la matrice centre-européenne des germanisants, dont étaient mes professeurs, puisque j'ai appris l'allemand pendant 6 ans dans les universités belges, la matrice centre-européenne apparaît insuffisante. On peut constater qu'au cours de l'histoire, il y a eu effectivement une projection de ces peuples européens vers l'Asie, vers l'Orient. Si je ne perçois l'Europe que au départ de sa matrice centre-européenne, et si je dis que cette matrice est la seule valable, je corrobore l'enclavement. Que s'est-il passé? Nous avons été une société enclavée qui s'est désenclavée. Je vais expliquer cela. C'est ça la chose la plus importante qu'il s'agira de retenir aujourd'hui. Si je pense une Europe réduite à ce qu'elle est aujourd'hui, réduite, disons, au territoire de l'Union européenne, je risque l'implosion. Pourquoi? Parce que dès le début de l'histoire des peuples européens, il y a une projection par les peuples cavaliers vers l'Iran, vers l'Inde, vers le Xinjiang ou Turkestan chinois, où on a découvert des momies, et chose curieuse, ces momies, elles ont été conservées, on voit les visages, et ce sont des visages qu'on pourrait rencontrer dans la rue ici, et elles sont vêtues de tartans celtiques. Bon, ensuite, d'autres archéologues repèrent des traces sur les côtes du Pacifique, au Japon même, voire en Indochine. Des traces ténues, mais des traces tout de même. Donc le cheval aurait été domestiqué à l'est de la Slovaquie actuelle, ou en Ruthénie subcarpatique. Grâce à la domestication du cheval, il y a la technique du chariot. Donc beaucoup d'archéologues anglo-saxons parlent de la technique du chariot, du char de combat, qui va porter justement tous ces peuples jusqu'au fin fond de l'Asie. Donc la proto-histoire de nos peuples est une proto-histoire que je qualifierais d'eurasiatique. L'Antiquité, elle aussi, l'Antiquité qui reste le modèle de notre histoire, qui reste le modèle de toutes nos théories politiques, l'Antiquité montre, avec Alexandre le Grand, bien entendu, l'exemple parfait d'une expansion vers le Grand Est, reste aussi le modèle impérial qui a fait rêver tous les souverains européens, à commencer par Charles Quint et Philippe II. Ensuite, Alexandre, bien sûr, conquiert un espace impérial qui existait déjà,
qui était Mède, puis Perse, puis qui a été Parthe, et puis ensuite encore une fois Perse, avec plusieurs successions. Vous lirez l'histoire de ces successions dans la trilogie. Il y a un très long article sur l'histoire de l'Iran. Et puis nous assisterons à un choc entre cet empire, ou ces empires situés sur l'Iran, sur le territoire de l'Iran actuel, et l'Empire romain. Ensuite le choc entre la Perse et Byzance, et ensuite, à l'intérieur même de la civilisation islamique, le choc entre l'Iran, qui deviendra chiite petit à petit, tout en gardant une matrice zoroastrienne, et l'Empire ottoman, qui lui fera le pari d'être le champion de l'islam sunnite. Donc nous voyons sur les mêmes frontières, encore et toujours aujourd'hui en Syrie et en Irak, on voit ce choc entre l'impérialité qui se situe sur le territoire iranien et l'impérialité qui se situait sur le territoire byzantin ou le territoire romain. Donc l'enjeu, c'était la Mésopotamie et l'Arménie, du moins entre Rome et la Perse, mais les espaces de réserve, l'espace où l'on recrutait de nouvelles élites, de nouveaux cavaliers, de nouveaux militaires, l'espace germanique pour les Romains, l'espace centra-asiatique pour les Perses, restait européen. Quel fut notre destin le plus tragique? C'est que vers 250 avant l'ère chrétienne, une matrice unique, donc les Huns, les Mongols, les Tatars, les peuples turcs, vont se cristalliser au niveau de la Mandchourie, au nord de la Chine. Et ils vont glisser progressivement vers l'ouest, ce qui va provoquer la chute de l'Empire romain sous le choc d'Attila et des Huns, mais aussi l'effondrement du pôle germanique en gestation, du pôle wisigothique qui était en gestation justement dans le territoire que l'on appelle l'Intermarium aujourd'hui, le territoire qui va de la Suède à la mer Noire. Donc le Moyen-Âge, et le Moyen-Âge a mauvaise réputation, probablement de manière très injuste, parce que notre Moyen-Âge a produit des formes culturelles qui sont indépassables, mais le Moyen-Âge a mauvaise presse parce que l'Europe était justement enclavée, elle était réduite à la petite péninsule qu'elle était à l'époque. Elle n'avait pas de projection vers l'Afrique, elle n'avait pas de projection vers l'Orient perse, elle n'avait pas de projection vers l'Inde, elle était résolument enclavée. C'est un professeur alsacien, Zalman, qui va parler du désenclavement. L'histoire de l'Europe, à partir de Charlemagne, c'est la tentative de se désenclaver. Donc ce n'est pas une tentative de faire du surplace, pour prendre une image un petit peu simple, de faire de l'Europe tout entière une sorte de village d'Astérix qui ne vit que sur lui-même. Alors le désenclavement de l'Europe, la figure emblématique de ce désenclavement, c'est Marco Polo. Marco Polo va aller jusqu'en Chine, il va rapporter un tas d'informations, un tas de techniques nouvelles vers l'Italie. Et le deuxième désenclavement, c'est Ivan le Terrible, tsar de Russie, qui, sous l'impulsion de marchands scandinaves et anglais, va reconquérir la Volga, déboucher sur la Caspienne et reprendre un contact par là terrestre vers l'Orient. Donc ce sont ces convergences que je veux souligner et que je voudrais toujours souligner, ces convergences dans les politiques et dans les stratégies de désenclavement de l'Europe. Ensuite, le désenclavement se fera non pas par l'Orient, puisque l'Empire ottoman, énorme puissance, plus grande puissance militaire de l'époque au XVIe et au XVIIe siècle, va bloquer. Le désenclavement se fera par la mer, il se fera par l'Amérique. L'Amérique va apporter le poumon nécessaire pour financer les expéditions de Charles Quint à Tunis, pour financer toutes sortes d'expéditions espagnoles dans l'ensemble de l'espace méditerranéen. Donc de 1492, découverte de l'Amérique, à 1620, au moment où les puritains anglo-saxons, les puritains anglais et hollandais sont chassés d'Angleterre parce qu'ils y sèment le désordre,
nous avons un désenclavement par l'Amérique. La moralité qu'il faut retenir, surtout à l'heure actuelle où l'Européen est culpabilisé et réduit à l'insignifiance par la culpabilité qu'on lui impose, non, l'Europe n'a pas été conquérante a priori, elle n'a pas cherché à nuire à son environnement, c'est le contraire qui s'est passé. C'est l'environnement de l'Europe qui a cherché à nuire à notre continent et à nos populations. Nous avons été une civilisation assiégée et nous sommes très curieusement en train de redevenir une civilisation assiégée. Le phénomène des migrations à partir de l'Espagne, de Lampedusa ou des îles grecques le démontre parfaitement. Ensuite, la modernité, l'époque moderne, l'époque que l'on qualifie de moderne après la découverte de l'Amérique, c'est un début de riposte, mais il est extrêmement dur. Il faudra attendre 1683 et la défaite de l'Empire ottoman devant Vienne pour que l'Europe reprenne un certain souffle et amorce une sorte de renaissance au XVIIIe siècle, où les puissances non européennes restent absolument importantes. L'Iran reste un empire, l'Afghanistan en est un pendant une vingtaine d'années au XVIIIe siècle. La Chine et l'Inde font 35% de l'économie mondiale à cette époque-là. Donc, avant Waterloo, jusqu'à Waterloo, la Chine et l'Inde, au congrès de Vienne, jusqu'à l'effondrement de l'Empire napoléonien, la Chine et l'Inde représentent 35% de l'économie mondiale. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique. Donc, pour la Chine, je trouve, et j'explique que ça a été une erreur fondamentale de détruire l'Empire chinois au XIXe siècle. Il faut ajouter, oui, c'est un chapitre qui ne figure pas dans la trilogie, la date de 1756, je voudrais qu'on la retienne avec un historien écossais qui s'appelle Maclean. C'est le début du cycle des guerres mondiales, à partir de la guerre de 7 ans, où la France perd l'Inde et perd le Canada, face à l'Angleterre qui domine les mers. Nous avons le cycle des guerres mondiales. Toutes les guerres qui se déroulent à partir de ce moment-là se dérouleront sur plusieurs continents. Donc à la fois, la guerre de 7 ans se déroule à la fois en Europe, en Amérique, au Canada et en Inde. Donc ça, c'est un aspect. Bon, mais comme je n'ai que 25 minutes, il me reste 5 ou 6 minutes. La doctrine de Monroe en 1822, où les États-Unis s'affirment, et ils s'affirment de la manière que l'on sait, si l'on a lu Tocqueville avec son voyage en Amérique, la doctrine de Monroe dit quelque chose qui peut nous paraître tout à fait normal et naturel, l'Amérique aux Américains. Mais cela signifie tout simplement, nous, les États-Unis, les anciennes colonies rebelles face à l'Angleterre, les colonies qui ont été fondées par les dissidents religieux anglais, qui sont des fanatiques au même titre que les islamistes aujourd'hui, se disent non, le continent sud-américain, donc l'Amérique ibérique, c'est nous qui allons l'exploiter. Et non pas les Européens qui sont encore présents, l'Espagne est encore présente, encore vaguement présente dans le Nouveau Monde, l'Angleterre y est au Canada, et la Russie est en Alaska. Donc face à cette Amérique en gestation, il faut avoir eu à l'époque un culot monstre, le président Monroe a eu un culot monstre, d'affirmer une sorte de souveraineté américaine sur l'hémisphère occidental face à la coalition de puissances qu'a été la Sainte Alliance pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années en Europe. Une Sainte Alliance qui était eurasiste avant la lettre, puisqu'elle s'étendait de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, puisqu'elle comprenait l'ensemble de l'Empire russe d'Alexandre Ier. Alors, pour passer à autre chose, quels sont les fondements de l'identité politique européenne, l'identité non seulement politique, mais éthique et philosophique au sens pratique de ce terme, donc une philosophie qui ne soit pas dissociée du réel, qui ne soit pas dissociée de ce que les Romains appelaient la res publica.
Donc il y a Aristote, je ne vais pas faire un cours sur Aristote, je rappellerai simplement la figure du spoudaios. Le spoudaios pour Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, qui est un livre qu'il faut avoir à portée de main, tout Européen qui se respecte doit avoir l'Éthique de Nicomaque à portée de main. Le spoudaios, c'est l'équitable, c'est le chef, le roi, le souverain qui voit directement ce qui est l'enjeu. Il le voit, il le perçoit par son intuition et par sa force intérieure. Cela revient exactement à ce que l'on a constaté chez ces peuples cavaliers de la proto-histoire qui vont donner le zoroastrisme, fonder les empires européens d'Inde et d'Iran. C'est un chef charismatique qui s'entoure d'un comitatus, d'une chevalerie qui lui est entièrement dévouée et qui fait le bien, qui fait, dit la tradition iranienne qui est reprise dans la messe catholique dans le temps, mais où les gens ne font même plus attention, avoir de bonnes pensées, de bonnes paroles et de bonnes actions. Je mets chaque fois une croix sur le front, sur la bouche ou sur la poitrine. C'est un rite iranien, c'est un rite de la chevalerie iranienne, plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. Donc l'identité politique, c'est le réalisme romain et c'est le réalisme parthe. Et que sont ces deux empires? Ce sont des empires qui assurent, avec évidemment le niveau technologique de leur époque, les communications. Or, que voit-on aujourd'hui? C'est que le monde atlantiste tente de saboter la politique chinoise ou la politique du président Poutine qui vise à renforcer le système de communication sur la masse continentale eurasiatique. C'est une politique, bien sûr, romaine et parthe. L'Empire parthe avait ses routes et il avait son réseau d'hôpitaux. J'en reparlerai dans 2 minutes. C'est une politique qui vise à avoir pour pilier de l'État, pour pilier de l'Empire, l'éducation, la médecine. Et si je dis la médecine, l'Empire iranien avait ce système d'hôpitaux le long de ses routes, système d'hôpitaux qui ont été repris par les croisés. Et si vous allez tout près de l'île, à Lessine, sur la 8 ou l'autoroute A8, vous visiterez un hôpital qui a été construit au XIIIe siècle par un chevalier revenu des croisades et qui avait pu observer ce système iranien via, certes, les troupes kurdes qui lui faisaient face en Palestine. Donc l'éducation et la médecine sont comme par hasard battues en brèche à l'heure actuelle. Je ne vais pas faire le procès de l'éducation nationale en France ou en Belgique ou même ailleurs en Europe aujourd'hui avec les pédagogies complètement délirantes. Je ne ferai pas le procès de la gestion des hôpitaux et de la médecine en évoquant les grandes souffrances du personnel médical partout en Europe, mais c'est le résultat du néolibéralisme, c'est le résultat du néolibéralisme, et c'est pourquoi M. Plaquevent vous expliquera quelle fut la teneur du dernier colloque de Chisinau, qui se veut un anti-Davos, qui veut proposer une théorie de l'économie qui soit complètement différente de celle que nous subissons aujourd'hui. Donc cette économie doit être non pas soviétisée, mais elle doit au moins être régulée par un bureau du plan, comme il en existait encore dans la France gaulienne des années 60, et elle doit être portée, parce qu'on ne peut pas faire autrement, par une chevalerie, par un sens du service à la res publica, visant aussi par ailleurs l'autonomie alimentaire et l'autonomie énergétique. Donc là, et je conclus, l'Europe est une géopolitique, car il faut avoir la conscience aiguë de la position de notre patrie commune européenne sur la planisphère, sur une planisphère bien entendu, puisque Mercator, qui crée la planisphère au XVIe siècle, le fait avant la découverte des pôles. Aujourd'hui, bien sûr,
Les pôles sont importants puisque la balistique permet de les franchir allègrement et l'aviation, après la Seconde Guerre mondiale, est capable aussi d'englober l'Arctique dans les stratégies, dans la géostratégie des grands États. Elle est une civilisation qui repose sur l'idée formulée par Carl Schmitt, l'idée de nomos. Le terme nomos est évidemment amphibologique, ça veut dire en linguistique qu'il peut avoir des significations sémantiques multiples. Il peut signifier beaucoup de choses, il signifie entre autres choses, chez Carl Schmitt ou chez les Grecs dont il s'inspire, naturellement il s'inspire d'Aristote puisque son idée de pouvoir charismatique est directement calquée de la vision du Spoudaios qui est contenue dans l'éthique à Nicomaque. Le nomos, c'est l'organisation des communications, c'est l'organisation de l'éducation de la population, et cela est vraiment ce que l'on peut appeler le politique pour un théoricien comme Julien Freud. Mais le politique, c'est aussi le brave général Karl von Clausewitz qui, lors de l'effondrement de la Prusse, va créer toutes les conditions d'une rénovation de l'État, les conditions d'une rénovation de l'État dont vont s'inspirer tous les États qui vont être défaits au cours de l'histoire à la suite de la bataille de Waterloo. La France de 1871 s'en inspirera, elle créera toutes sortes de réseaux pour retrouver une souveraineté pleine et entière. L'Allemagne en 1918, avec sa révolution conservatrice, va faire de même, et l'Europe après 1945 aurait dû faire de même, et seul De Gaulle, qui a lu Clausewitz quand il était prisonnier à Ingolstadt pendant la Première Guerre mondiale, est un lecteur de Clausewitz. Il va donner l'inspiration à Raymond Aron, qui va écrire probablement le livre le plus lisible aujourd'hui sur la pensée de ce petit cadet prussien qui était à Valmy à 12 ans et qui sera à Waterloo une vingtaine d'années après, mais qui va mourir du choléra à Varsovie lors de la première révolte de Pologne où la Prusse intervient aux côtés de la Russie. Il va laisser un magma de textes que beaucoup d'historiens, dont Raymond Aron, vont clarifier. Donc c'est là la longue mémoire. Chez Clausewitz, il y a un équilibre. Et alors, on dit Clausewitz est un belliciste parce qu'il a écrit un livre de la guerre, mais ce livre est écrit sur la guerre, comment il faut la gérer parce que c'est un militaire, mais il dit la guerre est la continuation de la politique parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il n'est pas belliciste. Sa devise, c'est si vis pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc voilà, nous devons défendre cette longue mémoire. C'est ce que j'ai voulu faire dans ces 996 pages. Une longue mémoire parce que c'est la mémoire qui fascine le nomos, mais il faut aussi oublier. Il n'y a pas de mémoire sans la nécessité de l'oubli, disait Nietzsche, mais que faut-il oublier? Il faut oublier tout le ballast impolitique qui se greffe sur notre continent. Il faut oublier les conflits tous les conflits qui seraient aujourd'hui des impasses. Jordis von Lohausen, le géopoliticien qui m'a inspiré à mes débuts quand j'étais gamin à l'université, a dit la France et l'Allemagne auraient dû se battre dos à dos et non pas face à face. Mais même chose, on peut dire aussi, il faut faire disparaître par exemple le conflit austro-serbe ou le conflit russo-autrichien qui se perpétue évidemment dans l'affaire ukrainienne aujourd'hui. Et je m'arrêterai là parce que les personnes qui sont à côté de moi ont certainement des choses plus actuelles à dire.